Je vous souhaite un excellent vendredi matin. J'espère que vous allez bien. Dernière journée de la semaine de la fête déjà. Petit sentiment de nostalgie dans l'air de mon côté. Je ne sais pas pour vous. On a passé vraiment une très, très belle semaine ensemble. Mais il faut se dire que toute bonne chose a une fin. Puis je manquais de chemise de toute façon pour continuer d'autres journées. Fait que j'aurais pas pu animer d'autres journées. Il aurait fallu que j'emprunte des chemises à Benoît ou à Christian. Donc, mais très content d'être avec vous pour cette dernière journée. On va avoir encore beaucoup de plaisir, des belles découvertes en perspective également, d'où que vous soyez. Je ne sais pas si vous avez froid ce matin. C'est pas chaud. C'est pas chaud. Vous me direz, là, vous êtes où? Il fait combien chez vous? Mais on dirait que je pensais que le printemps s'en venait. Puis on est reviré de bord complètement. Je pense qu'il fait -25 ici, là. Donc, voilà. Très frisquet. Si je m'apporte une doudou tantôt, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Content d'accueillir notre conférencier de clôture ce matin, parce que oui, on est déjà rendu là. La clôture de la semaine de la FAD. On a vécu plein de belles choses ensemble. Vous pouvez nous écrire déjà dans le chat ce matin si vous avez des coups de cœur, vous pouvez nous le dire. Là, j'en vois qui écrivent de où ils sont situés avec les températures. Donc, on se garde, comme on dit ce matin dans le chat. Écrivez-nous ce que vous avez vécu de le fun, de ressourçant aussi pendant votre semaine. Puis là, je vous annonce que ce matin, ça risque aussi d'être très, 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 très pertinent, ressourçant et enrichissant ce qu'on va vivre ensemble. Cette conférence de clôture se nomme Les transformations à l'ère du numérique. Le conférencier qui va l'animer, lui, se nomme M. Benoît Petit. Il est reconnu pour son expertise en innovation pédago-numérique. Benoît suscite l'engagement autour de thèmes comme le leadership, la citoyenneté et l'éthique à l'ère du numérique. Benoît est conseiller pédagogique au sein du Récit pour les gestionnaires scolaires. Il enrichit ses accompagnements d'une compréhension profonde des enjeux rencontrés par les organisations scolaires tout en favorisant la créativité et la collaboration. Benoît est également membre du Conseil supérieur de l'éducation. Il préside la commission de l'enseignement secondaire. Il est régulièrement impliqué dans plusieurs projets de recherche autour du numérique en éducation. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements virtuels pour M. Petit. Merci, Maxime. Vraiment super. C'est inspirant. Vous êtes tout et tout inspirants. Je veux remercier les gens qui ont activé leur caméra, puis les gens qui ne l'ont pas encore fait, bien, si vous voulez le faire, là, c'est vraiment stimulant pour moi d'avoir des visages devant moi, de pouvoir vous adresser la parole et de vous partager. Et puis, je vais partager mon écran tout de suite. Et merci aux gens qui réagissent et qui activent leur caméra quand je le demande. C'est vraiment apprécié. Surtout qu'avec Zoom, ça va quand même bien, ça se passe bien. Laissez-moi juste le temps de réactiver mon clavardage pour que je puisse voir s'il y en a qui discutent avec moi pendant la présentation. Donc, on y va comme ça. Et je vais activer aussi, voir la liste des participants. S'il y en a qui lèvent la main, que je vois que vous avez levé la main. Donc, et voilà, c'est fait. On peut commencer. Vous avez accès au clavardage. Dans le clavardage, je vous mets aussi le lien de la présentation que je vais utiliser, qui est devant vous, qui apparaît devant vous. Vous y avez accès. Elle est libre de droit. Vous pourrez la réutiliser comme bon vous semble après la présentation. Et puis, en fait, ce que je veux avec vous, c'est entrer en dialogue ce matin. Je vais être en lien avec vous. On va parler des transformations humaines à l'ère du numérique. Alors, quoi de mieux, étant en l'ère de ChatGPT, pourquoi ne pas lui poser la question en 3 phrases? Dis-moi, ChatGPT, quelles sont les principales transformations humaines à l'ère du... Alors, je vous laisse lire la réponse de ChatGPT. Et donc, je prenais le temps de la lire, sa réponse. Et dans le clavardage, ben, peut-être vous pourrez écrire qu'est-ce que vous pensez de cette réponse de ChatGPT. Il y en a qui ont assisté peut-être à l'atelier, là, avec, pas l'atelier, en fait, le panel animé par Yves, là, est-ce qu'il est là, Yves, ce matin? Je pense, je l'ai vu tantôt. Donc, très, très, très intéressant. Alors, quelles sont vos réactions en lisant la réponse de ChatGPT à ma question? Quelles sont les principales transformations humaines à l'ère du numérique? Est-ce qu'il y en a qui veulent nous répondre dans le clavardage? Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse de ChatGPT? Alors, je vous écoute dans le clavardage. Vous en pensez quoi de cette réponse à cette question? Ah,
Merci, Jérôme. Je me suis trompé. J'ai envoyé le lien seulement à Jérôme. Je l'envoie à tout le monde, le lien de la présentation, s'il y en a qui veulent le voir. Désolé. Merci, Jérôme, de me le signaler. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse de ChatGPT à cette question, qui est la question à laquelle je tentais de répondre? Vos réactions à ça. Dans le clavardage, vos réactions à ça. Pas très loin de la réalité, Isabelle. Merci, Isabelle, de prendre le temps de répondre à ma question. Vraiment, pas si loin de la réalité. C'est très généraliste, hein? Et tu as tout à fait raison. C'est exactement ce que je me suis dit en lisant ça. C'est convenu, hein? C'est assez convenu comme réponse. Comme toutes les réponses de ChatGPT, place aux nuances. Ah oui, hein, David, effectivement, vraiment très intéressant, David, hein? De partir de cette réponse-là pour aller apporter proche d'une réponse humaine. Oui, hein, en termes de formulation, ça pourrait être proche d'une réponse humaine. Comme toutes les réponses définitivement générales, oui, effectivement. Difficile d'être en désaccord, absolument. C'est des choses assez convenues, ce qu'on voit qui est là. Introduction, point positif, point négatif, hein? Belle structure de phrase, c'est bien structuré. Le texte est intéressant. On peut analyser la structure de ChatGPT, comment il répond. Vraiment très, très intéressant. Des nouvelles opportunités, de nouveaux écueils possibles, ce qui nécessitera de nombreuses adaptations. Intéressant que ChatGPT conclut avec l'adaptation. Effectivement, Jean, merci. Tu as tout à fait raison. Hein? C'est intéressant que ça nous propose. C'est ce qu'il nous propose. Alors, vous avez accès à ma présentation, donc si vous voulez relire tranquillement, vous pourrez le faire à tête reposée. Après, ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller un petit peu en dehors de ce que ChatGPT nous propose. Parce que ce que j'ai aussi le goût de vous proposer, c'est qu'on se demande comment nous, on peut être des acteurs de transformation humaine à l'ère du numérique. Pas juste quelles sont les transformations que l'ère du numérique nous amène, mais qu'est-ce qu'on peut, nous, devenir comme acteurs, nous, éducateurs, nous, gens de l'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez me demander de continuer, oui, c'est vrai. Tout à fait, Adèle. Alors, je poursuis en allant voir la diapo suivante. D'abord, je vais faire un avertissement. Est-ce qu'il y en a qui écoutent Infoman ici? Moi, j'aime ça, Infoman. Il commence tout le temps en nous disant avertissement. Eh bien, moi, je vais vous faire un avertissement. Méfiez-vous de ce que je vais vous dire, mais aussi méfiez-vous de ce que votre cerveau va décider de retenir de ce que je vais vous dire. OK? Alors, petit avertissement, soyez prudents. On commence, on y va. Je vous propose 3 intentions aujourd'hui, puis ça va se découper en 3 temps en réalité. Donc, première partie, puis ça va être sur ça. On va essayer de regarder c'est quoi qu'on veut dire par humain et numérique. Tu sais, une transformation humaine à l'ère du numérique. Quelles sont ces réalités-là qui existent à l'ère du numérique? Puis ensuite de ça, je vais venir vous parler un peu de cognitif et d'affectif, parce que pour moi, c'est vraiment au cœur des transformations humaines. Puis enfin, ben, je vais peut-être vous proposer quelques pistes, quelques leviers qui peuvent nous aider à opérer des transferts de ces réalités-là dans chacune de nos réalités, parce qu'ici, on a des gens là, de tous ordres d'enseignement. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. C'est ce que je vous propose comme menu. Commençons donc avec l'humain et le numérique. Et pour ce faire, je vais vous inviter, tout au long de cette section-là, à avoir une intention d'écoute. Et par cette intention d'écoute, je vais vous demander de répondre à la question. Puis vous pouvez le faire tout au long. C'est un nuage de mots là, dans vos claps. Mais vous pouvez aussi tout simplement le faire à la fin si vous n'avez pas le goût d'être distrait par ça, mais il y a des gens qui ont besoin d'écrire des choses en même temps. Donc, si vous avez le goût, vous pouvez tout au long aller répondre, puis les questions vont s'accumuler ici à cet endroit-là. Sinon, ben, vous pouvez aller juste attendre à la toute fin pour aller répondre à ma question. Mais c'est l'intention que je vous invite à prendre. C'est en un mot. C'est un nuage de mots, alors si vous écrivez des phrases, ça va mal paraître. Vous êtes mieux d'écrire juste des mots-clés ou 2 ou 3 mots-clés à la fois. Vous pouvez aimer les mots des autres, ça va les faire grossir aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, en un mot, quel défi et quelle potentialité voyez-vous dans ce qu'on va regarder ensemble? Donc, je vous laisse. Merci, Jean, de partager le lien dans le clavardage. Ça donne plus facilement accès à tout le monde. Merci de faire ça pour moi. C'est bien gentil, très apprécié. Donc, allons tout de suite. Je vous ai parlé de ChatGPT tantôt. Je ne veux pas vous parler de ChatGPT tout le long de la conférence, mais
j'ai envie de regarder l'ère du numérique sous la loupe de quelque chose qui est très populaire, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, qui est l'intelligence artificielle. Puis parfois, on a l'impression que l'intelligence artificielle est arrivée avec ChatGPT parce que ça a eu un impact majeur et direct en éducation. Mais en réalité, l'intelligence artificielle est déjà présente depuis plusieurs années dans nos vies. Elle est surtout présente au quotidien dans chacun des jours, chaque jour de nos vies. On est exposé à des formes d'intelligence artificielle. Toutes les applications qui sont là, est-ce que vous les connaissez toutes? Savez-vous toutes de quoi il s'agit? Des fois, des gens qui me demandent la flamme, c'est quoi? Ça, c'est pour les gens qui cherchent la flamme. Les gens qui cherchent la flamme, ils vont sur Tinder. C'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, mais toutes ces applications-là utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle de manière active en temps réel. Donc, ça veut dire que chacune et chacun d'entre nous, quand on utilise ces applications-là, on n'a pas les mêmes réponses et on ne nous donne pas les mêmes résultats parce qu'on utilise différentes formes d'intelligence artificielle, d'algorithmes d'apprentissage, si on veut, d'apprentissage profond, qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas tout le monde la même expérience. Hein. Puis dans les licences que vous avez tout le monde bien lu attentivement, hein, parce que je sais que vous êtes des adultes responsables, quand vous abonnez à quelque chose, vous lisez la licence jusqu'au bout. Là. Vous savez qu'on fait ça pour votre bien-être, hein, pour améliorer votre expérience utilisateur, qu'on vous fournit cette information-là. Donc, je ne vous ai rien appris, mais les jeunes, c'est pas le même. Les jeunes, ils vont jusqu'en bas, ils font j'accepte, ils continuent, mais vous êtes nuancé, intelligent, responsable. Vous faites ça, prendre le temps de lire toutes vos licences. Hein? Non. Presque personne ne fait ça, parce que d'abord, on ne sait même pas tout le temps si on comprend ce que ça veut dire. Mais si je reviens aux algorithmes d'intelligence artificielle, ceux-ci agissent sur nous tous les jours et influencent nos choix. Parce que ça va de soi, quand vous écoutez un film sur Netflix ou une série, ben on vous propose quelque chose, puis vous faites des choix en fonction de ce qui vous est proposé. Peut-être que des fois, vous essayez de déjouer les algorithmes, mais souvent, ça finit par influencer nos choix. À l'ère du numérique, là, c'est qui a le contrôle de ces algorithmes-là en grande majorité? Ce sont les grands joueurs de ce monde, les fameux GAFAM, qui nous donnent parfois l'impression que on est à l'ère de Big Brother. Hein? On a parfois ce sentiment-là. Hein? On a l'impression que les algorithmes nous contrôlent et qu'ils influencent nos choix, puis on se demande c'est où qui est notre liberté là-dedans, c'est où, qu'est-ce qui nous appartient, comment on peut exercer notre liberté réelle dans un monde où les algorithmes influencent rapidement nos choix. On a tout le monde sur nous un téléphone cellulaire ou à peu près, qu'on porte en tout temps, qui est dans notre poche, qui vibre, Puis même quand ça fait trop longtemps qu'il n'a pas vibré, on va le regarder pour voir, j'ai-tu manqué une notif, j'ai-tu quelque chose qui m'est arrivé. Okay. Ça influence tous nos choix. Puis ça, chacune de ces notifications qui arrivent là sont programmées par des algorithmes avec l'intention d'améliorer notre expérience utilisateur, mais aussi de faire en sorte qu'on passe le plus de temps possible sur ces appareils-là. Et donc, ils vont exploiter nos biais cognitifs pour faire en sorte qu'on soit le plus longtemps possible sur nos différents appareils, sur nos différents environnements numériques. Et ces algorithmes-là, on est au far west des algorithmes hein, parce qu'il y a très peu d'encadrements qui viennent délimiter ce qu'ils peuvent ou pas faire dans le numérique. C'est ça, on vit dans ce monde-là actuellement. Okay? Ça nous offre des potentiels extraordinaires. On peut faire des tonnes de choses, puis je vous donne des exemples. Vous connaissez, est-ce qu'il y en a qui connaissent le magasin Amazon Go, le pouce en l'air, ceux qui connaissent les magasins Amazon Go? Si vous ne connaissez pas ça, c'est des magasins, il y en a qui connaissent ça. Hein. Aux États-Unis, ça existe, ces magasins-là. Et puis, on peut rentrer dans le magasin avec notre application, avec notre... puis on rentre, puis on va choisir des produits, on peut les remettre sur la tablette, puis ça s'enlève de notre panier. Tout ça est automatisé. Là. Ça se fait tout seul, ça rentre quand on sort du magasin, tout est payé, tout est réglé. Comment ça fonctionne? Bien évidemment, il y a des caméras qui regardent ce qu'on fait. Il y a notre téléphone cellulaire quand on rentre qui sait qu'on vient de rentrer. Il y a des capteurs sur les tablettes qui viennent mesurer qu'est-ce qu'on fait. Et puis, il y a des algorithmes, évidemment, en arrière de ça qui calculent, qui emmagasinent l'information qu'on fait, si bien que peut-être que, puis on ne sait pas, hein, c'est pas parce que on est au Far West, qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais
On devine que, par exemple, la prochaine fois que je rentre dans le magasin, il est possible que le produit, que ça fait 5 fois que j'achète, quand je rentre dans le magasin, soit sur le bord, à la bonne hauteur de mes yeux, puis que j'ai le goût de l'acheter, parce que ça va améliorer mon expérience utilisateur. Hein? Ben aussi parce que ça va faire vendre plus de produits. Et donc, on voit qu'il y a toutes sortes d'intentions qui existent. On a l'impression que ça, là, c'est nouveau, là, que ça vient d'arriver. Le lancement, vous avez vu la date qui est écrite? Avez-vous remarqué? 2017. Ça fait 6 ans que ça existe, ça, aux États-Unis. Ce n'est pas nouveau, là. Ce n'est pas des nouvelles choses qui viennent d'arriver. Ça existe déjà. Mais on dit, aux États-Unis, c'est comme ça. Mais quand vous êtes sur Amazon en ligne, c'est exactement la même chose. Hein? Ce n'est pas différent. Puis quand vous êtes dans n'importe quelle autre entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. On est donc dans cette réalité-là. C'est facile, ça accélère notre efficacité, ça augmente notre efficacité, ça accélère nos processus. On rentre dans le magasin, on fait ce qu'on veut, on sort, tout se fait automatiquement. C'est vraiment génial, mais ça a aussi des impacts. D'ailleurs, il y a une couple d'années, il y a 3 jeunes de 21 ans qui ont créé un magasin, il n'a pas duré longtemps, c'est un magasin prototype où ils ont essayé de mettre en place un magasin automatisé comme ça. Donc, 3 jeunes de 21 ans qui ont l'idée de créer un prototype de magasin automatisé où on rentre, puis avec un code QR, on scanne un code, puis tout se paye automatiquement. Puis c'est vraiment super intéressant. Ces jeunes-là de 21 ans, là, 3 ou 4 ans avant, ils étaient où? Ben, ils étaient sur le banc d'école, des écoles secondaires. Puis là, au moment où ils ont fait ça, ben, ils étaient peut-être au cégep ou peut-être à l'université ou peut-être dans un centre de formation professionnelle, je ne sais pas. Ils ont eu cette idée-là de faire un magasin comme ça. La question qu'on peut se poser, c'est, dès le primaire et le secondaire, est-ce qu'on prépare nos jeunes à ça? Est-ce qu'on les prépare à relever ces défis-là? La semaine passée, il y a 2 semaines, il y a une direction d'école à qui je posais cette question-là qui m'a dit, ben, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? C'est vraiment une bonne question. Est-ce qu'on veut les préparer à venir nous exploiter? Wow, attends un peu là. Hein? C'est vraiment questionnant. Mais est-ce qu'on les prépare à relever les défis qui sont liés à ça? Ah, peut-être, sûrement en partie. Hein? On fait des choses, on ne fait pas rien à l'école. On fait plein de choses dans nos milieux scolaires. Mais est-ce qu'on les prépare à relever ces défis-là adéquatement, complètement? Je donne un autre exemple. Une entreprise, BIOS, en Angleterre. Eux, sur quoi ils travaillent, ce qu'ils veulent promettre, c'est d'être capable d'avoir du code, des algorithmes qui vont s'exécuter dans le corps. Okay? C'est ça la promesse qu'ils font. Grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, ils ont réussi à décoder l'ADN humain. Et donc, ils ont compris comment fonctionne l'ADN humain et ils se sont rendus compte que certaines maladies dégénératives là, qui font qu'on perd notre efficience sont dues à des erreurs de code qui s'introduisent dans le code génétique. Et ce sur quoi ils travaillent, ils ont réussi à créer des puces qui sont capables de rattacher au canal rachidien. Et grâce à ce qu'ils espèrent être capables de faire, c'est d'être capable de programmer des algorithmes qu'on va pouvoir faire opérer dans le corps humain pour venir ralentir des processus de dégénération de code génétique. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Puis quand j'ai écouté Émile qui nous en parlait en 2019, c'est pas nouveau, là. En 2019, j'ai assisté à une conférence de Émile Ewidge qui nous racontait ça avec toute la candeur du monde. Puis il espérait pouvoir permettre d'améliorer la qualité de vie des gens sur leur fin de vie, avoir une meilleure qualité de vie. Mais là, si on recule un peu plus qu'un demi-siècle, un peu plus, imaginez si on avait mis cet outil-là dans les mains d'Hitler. Ça donne froid dans le dos. Hein? C'est-tu vraiment ça qu'on veut? Je reprends la question de ma directrice qui me posait la question. C'est vraiment ça qu'on veut? Et là, oui. Hein? Donc, ça nous pose toutes ces questions-là. J'ai envie de vous parler des jeunes aussi. Mais tantôt, je vous parlais de 3 jeunes, mais cette jeune-là, là, vous la connaissez. Tout le monde connaît. Hein? On l'appelle par son prénom, Greta. C'est notre amie. C'est tout le monde notre amie. À 15 ans, imaginez 15 ans, elle, à l'ère du numérique, était capable d'avoir un impact immense en faisant simplement s'installer avec une affiche sur un perron. Puis elle a mis son affiche et 1 an plus tard, ben, à Montréal, juste à Montréal, il y avait 500 000. Il n'y a jamais eu un aussi gros rassemblement pour cette cause-là. Mais cette jeune-là de 15 ans qui n'avait pas le droit de vote est capable de mener des actions citoyennes qui ont un impact à l'échelle planétaire et des millions de personnes l'ont suivi partout à l'échelle de la planète. Puis encore aujourd'hui, elle a un grand impact sur la planète. Et donc, elle a eu un si grand impact
que le New York Times en a fait la personnalité de l'année en 2019. Regardez la réaction de Donald Trump à cette nomination-là qu'elle a eue. Elle s'est fait nommer. Imaginez, elle devait avoir 16 ans, peut-être 17 rendu là. Imaginez de faire apostropher par le président des États-Unis d'Amérique, puis tu as 17 ans. Puis de se faire apostropher de cette façon-là. Hey, c'est troublant. Nos jeunes qu'on accompagne dans nos écoles, nos jeunes ils sont exposés à ça. Regardez l'extraordinaire réponse et surtout le temps qui a été mis pour répondre. Elle a réutilisé mot à mot presque ce qu'elle a utilisé un an plus tard, en novembre 2020, au moment où Donald Trump refusait de reconnaître qu'il n'avait pas été réélu à la tête des États-Unis. Elle a eu le génie de reprendre mot à mot ses paroles pour lui servir ça. C'est merveilleux. Mais là, vous allez me dire, ben oui, mais cette jeune-là, elle a une équipe autour d'elle, elle a des adultes qui l'accompagnent, elle ne fait pas ça tout seul. Là. Ben oui, et justement, nous, là, comme adultes, est-ce qu'on accompagne nos jeunes pour être capables de relever ces défis-là à l'ère du numérique? Ben, on le fait sûrement en partie, mais est-ce qu'on le fait aussi bien que ça? Puis est-ce qu'on le fait tout le temps? Bien, ça nous pose toutes ces questions-là. Mais les jeunes, hein, l'ère du numérique, ça, c'est un de leurs défis, mais ce n'est pas le défi majeur qu'eux, ils voient. Pour eux, ils voient l'avenir avec d'immenses défis devant eux, d'immenses défis pour lesquels on a besoin et d'immenses défis auxquels ils sont déjà confrontés. Ils ne sont pas des citoyens en devenir, ils sont déjà des citoyens actifs, puis on a besoin de les accompagner pour développer et exercer cette citoyenneté-là. Alors, c'est vraiment, on est à l'ère du numérique, c'est donc de ça dont je voulais vous parler. Je vais aller voir les mots que vous avez retenus. Là, si vous n'avez pas eu le temps de répondre à ma question encore, bien, c'est le temps de faire, vous pouvez aller faire, là, répondre à ma question. Là, OK, on va regarder les mots que vous avez écrits. Qu'est-ce que vous avez écrit? Transformation. Oui, OK. Vraiment intéressant. Quels sont les défis et les potentialités? Qu'est-ce que vous avez écrit? Alors, il va y avoir un mélange, hein, des choses, comme je disais tantôt, positives et d'autres peut-être moins positives. Mettre l'humain au centre. Vraiment intéressant. Apprentissage. Intégrité académique. Ah, c'est intéressant, ça. J'aimerais ça, si cette personne-là qui écrit intégrité académique, est-ce que cette personne voudrait prendre la parole et nous dire qu'est-ce qu'elle entend par intégrité académique? Ça m'intéresse de savoir ça. Si cette personne-là voulait lever la main, j'aimerais ça l'entendre. Alors, je vais vous donner la parole. Alors, 10 fois plus de retweets pour Greta. Oui, tu as raison, Jean-Claude, absolument. Intégrité académique, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Est-ce que quelqu'un... Oui, Yves, c'est toi qui as dit ça. Oui, mais je ne vais pas prendre la parole, Benoît. Je ne veux pas prendre la parole, mais écoute, je veux juste que tu me dises. C'est un enjeu majeur. OK, alors c'est un enjeu majeur, Benoît. Écoute, en fait, est-ce qu'on va laisser notre capacité d'émettre des nouveaux concepts à cette intelligence artificielle et juste valider ce qu'elle nous donne? Est-ce qu'on perd notre... Tu sais, tout ce qu'on crée, qu'on émet, avec l'aide de cet assistant numérique. À qui ça appartient, à nous, mais en fait, il y a des idées qui ont été amenées par cette calculatrice géante qui est l'intelligence artificielle, calculatrice sémantique, si on veut. Alors, c'est ça. Je vais laisser la parole. Merci beaucoup, Yves. Très, très intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout ce que vous avez écrit là, je vais prendre le temps de faire une capture d'écran. Fait que si vous écrivez d'autres choses, ça va s'accumuler. Puis après la conférence, je vais l'ajouter dans la présentation. Donc, vous aurez la trace de ça. Mais c'est vraiment intéressant, l'esprit critique, vous le nommez. Moi, j'aime bien parler de la pensée critique parce que l'esprit, c'est un peu statique. La pensée, c'est une action qu'on mène. Le penser de manière critique, c'est intéressant. Donc, vraiment intéressant. Les changements qui sont en train de se faire, mettre l'humain au centre, on l'a dit tantôt. L'abondance d'informations, la boîte grise, vraiment intéressant. Merci beaucoup de participer et d'être aussi actif dans le défi que je vous propose. Donc, on va revenir à ma présentation. Je ne veux juste pas perdre le fil du temps. Là. Il est 9h25. Oh, ça va super bien. Ça va vraiment bien. Je vous ai dit que dans un deuxième temps, je vous parlerai du cognitif et du socio-affectif. Alors, si je veux vous parler de ça, c'est parce que tout ça se passe dans le cerveau. Puis quand je parlais tantôt de transformation humaine,
que je vous disais comment nous, on peut être des acteurs de transformation humaine, mais quand on transforme en éducation, on transforme des cerveaux. Hein? C'est comme pour nous, le cerveau, c'est une pâte à modeler. On travaille dans le cerveau. Puis déjà, je dis, arrête de jouer dans ma tête, dans mon cerveau, je ne veux pas que tu joues dans ma tête. En fait, éduquer et faire des apprentissages, c'est travailler dans le cerveau. Le cerveau, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le cerveau, il se passe deux choses importantes. Il se passe qu'on a des activités cognitives, mais aussi notre cerveau, il fonctionne. Puis ça, c'est là que l'intelligence artificielle a la misère, parce que l'intelligence artificielle essaie d'imiter l'intelligence humaine. Mais là où elle a de la misère, c'est combiner ensemble l'intelligence, la dimension affective de l'intelligence humaine. Parce que c'est ça aussi, c'est que dans la façon dont fonctionne le cerveau, les deux interagissent ensemble. Alors, si on veut que le cognitif fonctionne bien, on a besoin que l'affectif fonctionne bien aussi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, ces deux éléments-là, de prendre le temps de comprendre. Alors, je vais prendre du temps pour regarder ça un petit peu plus en détail avec vous. Puis, ce dont je vais vous parler, ça va être beaucoup inspiré des travaux que j'ai eu la chance de collaborer étroitement avec Tina Montreuil, dans le cadre des travaux qu'on mène sur le développement de la citoyenneté à l'ère du numérique. Puis, entre autres, parce que plein d'acteurs du réseau nous avaient nommé que la dimension socio-affective, c'est un des éléments importants, puis vous en avez nommé tantôt dans ce qu'on a nommé dans les enjeux. Puis on se demandait comment on travaille ça, la dimension socio-affective, puis c'est pour ça qu'on a travaillé avec Tina. Alors, ce que je vais vous présenter, il y a beaucoup d'éléments qui viennent. D'ailleurs, Maxime, tiens, je te lance la balle. On a eu entendu au début en conférence d'ouverture, hein, on a eu une conférence très, très, très intéressante sur nos mammouths. Hein? On a travaillé la dimension socio-affective, mais le stress. Mais elle nous a parlé aussi de la régulation émotionnelle. Tina Montreuil, c'est une spécialiste de la régulation émotionnelle. On en a parlé dans sa conférence d'ouverture. Et puis, si jamais vous voulez l'entendre, elle est vraiment très, très, très intéressante sur cette dimension-là, entre autres la régulation émotionnelle, comment travailler ça avec nos jeunes. Elle fait beaucoup de travaux de recherche là-dessus. Vraiment très intéressant. Mais d'abord, avant de rentrer dans le cerveau, là, je veux juste parler de pourquoi on fait ça. C'est quoi notre intention? Est-ce qu'on veut former des citoyens, là, des bons citoyens, là, bien formatés, là, qui savent quoi faire quand c'est le temps de le faire parce que nous, les adultes, on leur a montré comment faire, on leur a dit quoi faire? Ou bien si ce qu'on veut, puis moi, c'est mon pari, c'est de travailler l'autonomisation. L'autonomisation, là, OK, il y a d'autres termes qui sont très proches de ça, là, qui ne sont pas exactement le même sens, là, mais quand on parle d'agentivité, quand on parle je cherche mes mots là, ce matin, j'ai de la misère, on dirait. Quand on parle de sentiment d'efficacité personnelle, quand on parle même de capacitation ou de growth mindset, la mentalité de croissance, tous ces concepts-là sont tous parents à l'autonomisation. OK? Le mot anglais qui est utilisé souvent, c'est empowerment. Hein, quand on dit empowerment, on dirait que c'est plus fort que quand on dit autonomisation. En fait, je vais vous inviter à regarder le mot autonomisation comme si dans votre tête, vous dites empowerment. On a du pouvoir d'action. On va développer chez nos jeunes adultes, du pouvoir d'action, leur capacité à être autonome dans ça. C'est cette idée-là, de développer cette autonomie-là pour qu'ils arrivent à faire mieux que nous, on a fait là, devant tous les défis qu'on a vus tantôt, que je vous présentais, auxquels eux, ils sont confrontés, puis nous aussi. En puissantement. En puissantement, Denise, merci. L'autodétermination, oui, effectivement, Isabelle. On pourrait le dire capacitation. Oui, absolument. Tous ces mots-là, hein, ces idées-là qui sont derrière là, ça se recoupe tout, hein, ça va dans cette même direction-là. Alors, moi, ce que je vous invite, c'est qu'on regarde ça dans cette perspective-là, okay, de l'autonomisation. D'ailleurs, au Récit, on a une équipe du Récit de développement de la personne qui a demandé de développer la citoyenneté à l'ère du numérique. Et c'est justement cette idée-là comment on accompagne nos jeunes vers l'autonomie, vers cette autonomie qui n'est pas une normalisation de leur comportement, mais une appropriation de leur comportement, puis une capacitation, effectivement, tout à fait. Alors, on a développé un modèle qui vise à 3 actions principales, qui est d'être conscient, de réfléchir et d'agir. Puis je vais regarder ça avec vous.
à la lumière du fonctionnement du cerveau. Tantôt, je vous parlais du affectif, puis du cognitif, puis du socio-affectif. Alors, je pense que ça commence par le développement de l'intelligence émotionnelle, Julie. Bien, on va en parler justement. On va regarder ça là-dedans. Alors, ces trois actions-là que je viens de vous nommer, là, être conscient, réfléchir et agir, ça prend quelle forme dans notre cerveau au plan cognitif puis au plan affectif? Bien, au plan cognitif, bien, c'est la capacité à détecter les biais. Tu sais, tantôt, quand je vous ai dit avertissement, au début, c'est un peu ça que je voulais faire avec vous, c'est d'éveiller votre cerveau pour détecter les biais, peut-être mes propres biais à moi ou les vos biais à vous. Être capable aussi de détecter les enjeux. Hein, on en a nommé tantôt, vous en aviez nommé plein d'enjeux qui étaient là. Aussi les rouages, le fonctionnement du numérique, comment ça marche ça? Avoir cette littératie et d'être capable de comprendre le numérique et comment il peut avoir des impacts sur nous. Donc, être éveillé, dans le fond, être conscient, c'est être éveillé. Au plan affectif, ben, c'est peut-être être conscient de mes propres émotions. Les miennes, être à l'écoute, reconnaître que c'est ça qui est agissant. Mais aussi, chez les autres, reconnaître que ce qui se passe en ce moment, c'est affectif. Ce n'est pas toujours cognitif parce que des fois, quand les gens nous donnent des arguments les plus solides du monde, au fond, l'enjeu réel, il n'est pas rationnel, mais il est affectif. Alors, être capable de détecter ça. Premier élément, être conscient, développer la conscience. Deuxième élément, être capable de réfléchir. Hein? Être capable d'entrer en dialogue avec les autres ou en délibération avec soi-même. Hein? Au plan cognitif, ben, c'est d'être capable de s'intéresser aux différents points de vue d'une même situation. Moi, j'en pense quoi? Mais les autres en pensent quoi? Pourquoi ils pensent différemment de moi? C'est quoi leur repère? C'est quoi leur norme? C'est quoi leur valeur? À quoi ils accordent eux de l'importance? Puis pourquoi ils ne voient pas la situation comme moi, je la vois? Mais aussi peut-être de réfléchir face à une situation, un enjeu, une problématique qu'on rencontre, mais c'est quoi les différentes options qu'on peut regarder, on peut envisager? Il n'y a peut-être pas juste une option, il n'y a peut-être pas juste deux options, il y en a peut-être plusieurs options. Puis ces différentes options-là ont quel impact? Puis quand on est capable de réfléchir à ça, ces impacts-là, on est peut-être capable de trouver des pistes par la suite. Ça, c'est au plan rationnel. Au plan affectif, bien, tantôt, je parlais d'être capable de détecter mes propres émotions, d'être capable de mettre des mots dessus, mais d'être capable aussi de reconnaître d'où viennent ces émotions-là. Qu'est-ce qui a engendré ça? Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait ça? À quel besoin je ne réponds pas ou j'aurais besoin qu'on réponde? Quelles sont les réactions que ça engendre chez moi, chez les autres? Puis tout ça, ça a quel impact sur mes relations avec les autres, sur les choix que je fais, sur tout ce que j'ai envie de faire? Donc, réfléchir autant au plan cognitif qu'au plan affectif. Être capable de prendre du recul, prendre une distance, puis regarder avec un peu de distance ce qui est devant nous. Donc, deuxième élément, le réfléchir. Troisième élément, agir. Agir, c'est au plan cognitif, ce serait d'être capable de faire des choix éclairés, soit des choix individuels ou des choix collectifs, qui seraient basés sur une réflexion rationnelle, mais qui seraient aussi en cohérence avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous. Avec ce qui est important pour nous, mais quand je dis pour moi, individuellement, mais aussi pour les valeurs qui sont convenues collectivement, sur lesquelles on convient ensemble. Donc, au plan cognitif, à faire des choix éclairés. Donc, ça correspond beaucoup à ce qu'on parlait tantôt quand on parlait de pensée critique. Là. Il y a quelqu'un qui a parlé esprit critique, mais c'est pour ça que j'aime parler de pensée. On est en action critique. Mais au plan affectif, c'est d'être capable de reconnaître, on disait être capable de reconnaître mes émotions, mettre des mots dessus, mais d'avoir des stratégies de régulation. Comment je gère mes émotions? Comment je fais pour les contrôler? Puis Sonia Lupien, le lundi, elle en a donné plein de stratégies pour réguler nos émotions. Là. Bouger, faire de l'activité, faire de la méditation, faire toutes sortes d'activités qui vont faire une décharge d'énergie, si j'ai trop d'énergie qui est liée à des stress, etc. Ça, c'est des stratégies de régulation émotionnelle. Donc, c'est être capable de faire ça. Est-ce qu'on développe ça chez nos jeunes? Est-ce qu'on fait ça à l'école? Est-ce qu'on travaille avec eux? Peut-être en partie. Mais aussi, quand on fait des choix, comment on va se soucier dans ces choix-là, pas juste d'être en cohérence avec nos valeurs ou avec nos choix, mais aussi de s'assurer que ce qu'on fait comme choix favorise un bien-être de tout le monde. Mon bien-être permet d'être moi bien, mais aussi les autres, de favoriser qu'on soit dans un bien-être individuel et collectif. Là, excusez, je regarde l'heure, je ne veux juste pas passer tout droit. C'est bon, ça va super bien. On est dans les temps, tout se passe bien. Alors,
ce sont les trois éléments. Si je résume tout ça, dans le fond, l'idée que je vous ai amenée, c'est qu'on veut développer des citoyens qui vont devenir ou qui vont être de plus en plus autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont être capables d'avoir du pouvoir d'action dans leur vie, parce que ce qu'on espère, c'est qu'ils vont faire mieux que nous. Quand je dis mieux que nous, je parle de nous collectivement. Hein? Ils vont être capables de faire mieux, de relever des défis de l'environnement mieux que nous, on l'a fait. À date, ce n'est pas trop difficile de faire mieux que ce qu'on fait. Les défis peut-être relationnels, peut-être les défis de l'intelligence numérique, de l'intelligence artificielle, peut-être les relever mieux. Merci, Sarah. Donc, on a ici, c'est ce qu'on vise. On veut développer des citoyens qui vont être autonomes individuellement et collectivement, l'autonomie individuelle et collective. Pour faire ça, les trois stratégies qu'on a nommées tantôt, être capable d'être conscient, d'être éveillé, de réfléchir et d'agir, et ça autant au plan cognitif qu'au plan affectif, qu'on soit capable de faire toutes ces choses-là en résumé. C'est relativement simple, mais c'est très complexe à opérationnaliser dans nos milieux, dans nos vies, quand on accompagne nos jeunes de faire ces choses-là. Donc, ça m'amène à la troisième partie que je vous propose, qui est de regarder des leviers. Puis pour cette partie-là, vous allez voir, je vais vous proposer quelques affaires, mais je vais vous mettre en action. Je vous avertis, soyez préparez-vous. Ça va être aussi vous qui allez contribuer à cette partie-là qui est là. Donc, des leviers. Ben, ici, je vous présente quelque chose que vous connaissez probablement toutes et tous, évidemment. Le cadre de référence de la compétence numérique au Québec. On a un outil extraordinaire. On a Isabelle qui nous écrit au secteur jeune, on voit beaucoup l'anxiété chez les élèves, la difficulté à gérer les émotions. Nous voyons aussi beaucoup de parents qui se tournent vers le médical et la médication pour gérer l'anxiété plutôt que de travailler sur les causes et les moyens de régulation du bien-être. Isabelle, c'est vraiment fondamental ce que tu viens de dire, vraiment, vraiment très important. Parfois, on a besoin des médicaments, parfois, on a besoin de la chimie. Mais on peut aussi travailler à d'autres niveaux. Faire des choix justes, oui, effectivement. Merci à Abdelaziz. C'est ça, Abdelaziz? Merci. Donc, je reviens à le cadre de référence de la compétence numérique. On est chanceux, on a un cadre qui est unique au monde. Il y a plusieurs référentiels de compétences numériques qui existent, mais au Québec, on a un qui a vraiment une particularité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est qu'en plein cœur du cadre de référence, on a mis agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Il n'y a pas d'autres référentiels dans le monde il y en a qui l'ont, l'éthique, mais que ce soit au cœur comme ça, là, en plein milieu, c'est unique au Québec. Puis ce qu'on fait avec ça, il y a de mon point de vue, il y a deux raisons pour lesquelles agir en citoyen éthique, c'est au cœur. La première raison, c'est parce que ça nous dit pourquoi on développe toutes ces compétences numériques, toutes ces dimensions de la compétence numérique. Pourquoi on le fait? On le fait pour former et accompagner des jeunes citoyens qui soient capables d'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Puis éthique, là, ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire qu'ils se comportent comme il faut correctement. Ça veut dire qu'ils sont capables de réfléchir de manière autonome, puis d'entrer en dialogue avec les autres, puis de trouver des solutions pour le mieux vivre ensemble. C'est ça que ça veut dire, agir en citoyen éthique. Alors, ce qu'on vise, c'est que toutes les dimensions qu'on développe nous permettent de développer cette dimension-là, cette réflexion éthique, cette capacité à réfléchir de manière éthique, mais ça nous dit aussi comment on les développe, toutes les 11 autres dimensions. Comment on les développe? On les développe de manière éthique, c'est-à-dire en introduisant dans tout ce qu'on fait de la réflexion éthique. On a parfois l'impression que l'éthique, ça n'a rien à voir, par exemple, avec les sciences. Le plus bel exemple qu'on peut donner, là, c'est le défi, puis vous avez peut-être déjà entendu parler de cette allégorie-là, où on demande à des gens de produire un train. Il va se rendre le plus vite, le plus rapidement possible du point A au point B. Puis que le premier qui gagne, bien, vraiment très content, très fier de lui. Puis on lui dit merci, tu viens d'inventer le meilleur moyen de rendre plus rapidement des gens à Auschwitz. Puis là, ça vient tout nous mettre le lien entre l'éthique et la technologie. Et que l'éthique est toujours présente
parce que ça vient nous aider à réfléchir pourquoi on fait ce qu'on fait, à quoi ça nous sert, puis comment ça nous permet collectivement de mieux être, de mieux vivre, de se développer, de s'épanouir. Et donc, c'est pour ça que c'est là aussi, c'est pour nous y guider sur comment on développe toutes ces 11 autres dimensions. Alors, au Québec, on a cette richesse-là, puis je vous invite à vous y référer régulièrement, à aller regarder ce qu'il y a là-dedans, puis à vous demander comment vous pouvez mettre ça en action dans chaque chose que vous faites dans la classe. Il ne s'agit pas de faire une activité nécessairement, mais de se demander comment on peut l'intégrer au quotidien. Au Québec, on a aussi, puis Maxime, tu le disais tantôt, moi je suis membre du Conseil supérieur de l'éducation, je me sens très privilégié d'être membre du Conseil supérieur de l'éducation. C'est un lieu de dialogue extraordinaire où on arrive à des consensus pour proposer au Québec des avenues, des voies. Il y a une richesse extraordinaire, plus d'une centaine de membres du Conseil supérieur de l'éducation dans les différentes commissions qui travaillent. Entre autres, en 2020, il y a eu le rapport sur l'état des besoins qui a été publié par le Conseil sur éduquer au numérique. Le constat frappant là, de ce rapport-là, hein, c'est de dire que le numérique, ça ne peut plus juste être un moyen par lequel on éduque. Parce que ça peut être un moyen extraordinaire, mais comme c'est un moyen qui amplifie, comme le numérique amplifie tout ce qu'on fait, mais si nos pratiques pédagogiques ne sont pas très bonnes, ben, le numérique pourrait amplifier ça aussi. Fait que de se dire que le numérique, c'est juste pour améliorer l'enseignement ou l'apprentissage, ce n'est pas un gage. Le gage, ça passe par les pratiques, mais le numérique permet d'augmenter les pratiques. Mais c'est surtout, ce que nous dit le Conseil, c'est qu'on a besoin de former nos jeunes pour être prêts à l'ère du numérique. C'est ça que ça veut dire, éduquer au numérique, c'est d'être prêt à relever tous les défis de l'ère du numérique dans laquelle on vit actuellement. Donc, d'autres rapport vraiment très, très important. Tantôt, je vous parlais de la dimension socio-affective. Le Conseil a aussi publié un avis sur le bien-être de l'enfant à l'école. C'est la Commission de l'enseignement primaire, préscolaire primaire qui a produit cet avis-là. Le Conseil l'a publié. Mais ce qui est là-dedans, ça s'applique à tous les ordres d'enseignement. Je veux dire, ce n'est pas parce que ça a été fait pour le primaire que ce n'est pas vrai pour la formation des adultes, la formation professionnelle, le collégial, l'universitaire. Donc, dans le rapport, on dit le bien-être des enfants, mais en fait, on pourrait appeler le bien-être des apprenants. Hein? On pourrait remplacer ça par apprenants à l'école ou à l'université ou au cégep, en formation, au centre de formation. Ça passe par le bien-être du personnel scolaire. Alors, tantôt, je disais, c'est important de développer chez nos jeunes leur capacité socio-affective ou leurs compétences socio-émotionnelles, ou appelez ça comme vous voulez. Mais si on veut être capable de le développer chez les jeunes, bien, on a besoin de le développer chez nous-mêmes. Quels moyens on se donne pour travailler nos propres compétences socio-affectives? Comment on s'engage dans notre propre processus de développement professionnel, socio-émotionnel? Vous déjà posé cette question-là? Comment vous travaillez vous-même votre propre développement professionnel, socio-affectif? Quelle stratégie je me donne? Quels moyens je me donne pour réguler mes émotions, pour être attentif à celles des autres, pour être capable d'apprendre à le refléter, à le développer? C'est vraiment très, très important. Puis, en éducation, on a parfois tendance à l'oublier. Parce qu'en éducation, on a tendance à penser que souvent, ce qu'on a à faire, c'est du rationnel, c'est du cognitif. Mais comme on l'a vu tantôt, là, le cerveau, pour qu'il fonctionne bien au niveau cognitif, il faut qu'il fonctionne bien au niveau affectif. Parce que dans le système limbique, là, si ça bloque au niveau du système limbique, comme on le voyait tantôt, puis ça, Tina Montreuil, elle explique vraiment très bien quand je parlais de Tina, quand ça ne fonctionne pas bien au niveau du système limbique, ça ne fonctionne pas bien au niveau du cortex puis du néocortex. Alors, travailler la dimension socio-affective, c'est fondamental. C'est vraiment important. Un autre élément, c'est un repère, ça. Connaissez-vous ça? Qui sait c'est quoi? Donnons le pouce en l'air, ceux qui savent c'est quoi ce que je vous présente là. Merci, Jean-Claude. On dit que le citoyen éthique, au même titre que le Danemark pose l'empathie au noyau de socle du système éducatif. Oui, effectivement, très intéressant.
Alors, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi ici? Est-ce qu'il y en a qui ont dit qu'ils ont levé le pouce? Vous ne savez pas c'est quoi? Ici, ça, c'est européen. Il y en a des Européens parmi nous, vous devez connaître ça ici. Ce qu'on a là ici, c'est le règlement général sur la protection des données. Alors, si depuis 2018, quand vous êtes dans votre navigateur, vous arrivez dans un nouveau site web, on vous dit acceptez-vous les cookies, voulez-vous accepter les cookies? Mais c'est à cause du RGPD. C'est à cause du RGPD parce que ce règlement européen a obligé les grands joueurs de ce monde à simplifier les licences liées à l'utilisation de cookies, les cookies qui collectent vos données et qui permettent à des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment, de collecter vos données pour vous pousser des réponses personnalisées à chacun d'entre vous. Notamment, ça permet de faire ça. Le RGPD, tout à fait. Jérôme, tu as tout à fait raison. Donc, ce règlement-là a eu un impact international. Mais ça, là, c'est que l'amorce de ce qu'on a besoin pour vraiment avoir une pleine autonomisation collective du numérique. On a besoin de mieux réguler le numérique en général. C'est pour ça qu'on a besoin de développer chez nos jeunes cette capacité-là. Alors, autant au niveau, peut-être même au primaire, secondaire, mais au collégial, à l'université, puis même en formation des adultes, bien, de s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a là-dedans, d'essayer de comprendre c'est quoi, puis se demander comment on pourrait l'améliorer. Ça sera un exercice fort intéressant pour développer chez nos élèves, chez nos apprenants, cette capacité à mieux réguler le monde dans lequel on vit, mieux réguler le numérique. Donc, il y a un levier super intéressant ici, un levier européen. On a aussi des leviers internationaux. Je parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure. Une des normes que je trouve les plus intéressantes sur le développement de l'intelligence artificielle, c'est ce que nous propose l'UNESCO. Si vous n'avez pas eu le temps de le regarder, là, je vous mets en lumière ici là, les 4 valeurs qui sont au cœur de l'approche, puis les 10 principes. Je ne prends pas le temps de lire ça avec vous. Là. Je prendrai le temps d'aller voir ça. Merci, Maxime, de partager des ressources en lien avec ce que je dis, qui sont connexes. Merci beaucoup. 4 valeurs, 10 principes qui viennent guider nos actions. On pourrait faire un travail extraordinaire avec des élèves, avec des jeunes, avec des adultes, pour réfléchir sur comment on peut développer le numérique comment on peut développer le numérique au service du bien-être individuel et collectif à partir de ces 4 valeurs, de ces 10 principes. On pourrait se demander comment on pourrait appliquer ça, puis comment on pourrait faire en sorte que ça devienne concret dans nos vies de tous les jours. C'est des leviers extraordinaires. Je vous invite à aller regarder puis à aller les explorer de fond en comble. Tout ça aussi, tout ce dont je vous parle, je vais vous parler de réflexion éthique là, au cœur. Au Québec, on est chanceux, on a un programme éthique et culture religieuse au primaire et au secondaire qui est obligatoire pour tous les élèves. Et ce qu'on demande aux élèves, c'est de développer cette compétence-là. Puis même dans le nouveau programme, là, Culture et citoyenneté québécoise, qui va remplacer le programme éthique et culture religieuse, on va avoir encore cette compétence, réfléchir sur des questions éthiques. Peut-être qu'elle va être formulée légèrement différemment, mais c'est le même exercice qui va se passer, c'est la même chose qu'on va faire. D'être capable d'entrer en dialogue avec les autres dans un exercice où on est capable de décrire factuellement des situations problématiques où il y a des enjeux. D'être capable, comme je le disais tantôt, de comparer les différents points de vue, d'identifier où on bute, pourquoi on ne voit pas les choses, pourquoi nos valeurs sont en conflit, qu'est-ce qui fait qu'on n'accorde pas l'importance aux mêmes choses, et d'être capable de considérer des choix, des options qui vont pouvoir nous amener à faire des choix individuels et collectifs qui vont favoriser le mieux vivre ensemble. Puis ce qui est extraordinaire aussi dans ça, c'est qu'on sort d'une approche binaire où il y a du bon et du mauvais, pas si les bonnes, pas si les mauvaises choses, non. Il y a plusieurs choses qui peuvent favoriser le mieux vivre ensemble, puis ça n'a pas les mêmes impacts. Mais ensemble, on a besoin de les réfléchir pour faire des choix collectifs. Puis quand moi, je suis seul face à moi, puis j'ai besoin de délibérer en moi pour me demander qu'est-ce qui est le mieux pour moi, qu'est-ce qui est le mieux pour mon bien-être individuel et collectif. Alors, ce sont des leviers qui peuvent nous aider. Tantôt, je vous parlais de l'équipe du récit développement de la personne. Ils ont développé un site web qu'on appelle Citnum, Citoyenneté à l'ère du numérique, citnum.ca, dans lequel il y a différentes activités. Il y a des ressources, il y a une section ressources. Vous pouvez sélectionner plein de ressources à l'intérieur de ça. Il y a des ressources que nous, on a développées. Il y en a d'autres qu'on a recensées qui ont été développées par d'autres partenaires. Et donc, il y en a à tous les niveaux, du préscolaire à la formation générale et à la formation professionnelle. Il n'y en a pas pour le collégial et l'universitaire. On n'a pas ce mandat-là, donc on n'a pas développé de ressources spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui pourraient être transférables dans d'autres contextes. Et les ressources qu'on a développées vont dans ce sens-là. Je vous donne 2 exemples parce que je ne vais pas regarder tout ça,
Je vous donne 2 exemples de ce qui a été travaillé. Il y en a un qui est au primaire, hein, qui est de travailler à la fois la programmation, mais pas seulement la programmation pour la programmation, mais d'être capable de comprendre et de détecter comment dans notre quotidien ou au jour le jour, on a des algorithmes qui viennent influencer notre vie de tous les jours. Donc, une activité où on va amener les élèves à apprendre à programmer aussi, mais où on va les amener dans la conscience des algorithmes, de ce qu'ils font et des impacts qu'ils ont dans notre vie de tous les jours. Au secondaire, une activité qui a un peu le même effet, mais qui est basée sur l'approche. Vous connaissez peut-être la métaphore de la recette de crêpes. J'en ai déjà parlé, ceux qui ont déjà eu des conférences avec moi. Je vous ai déjà parlé de la recette de crêpes. Hein? Comment une recette de crêpes, chacun fait des crêpes différentes. Puis même moi, quand je fais mes recettes de crêpes, mes crêpes ne goûtent jamais la même chose parce qu'on a toujours des biais qui s'introduisent dans nos recettes de crêpes. Mais les algorithmes, c'est la même chose. Hein? On peut avoir tout le monde la même intention, on ne le programmera pas de la même manière, ça n'aura pas le même impact. Puis on peut être influencé par nos biais cognitifs, par notre culture, par nos biais culturels et tout, et tout, et tout. Et ça donne des impacts parfois qui peuvent être majeurs. D'amener nos élèves à prendre conscience de ça, en explorant ces réalités-là, c'est une façon de les outiller pour devenir plus autonomes, puis d'être capable d'avoir un regard, une pensée critique, développer leur pensée critique à l'ère du numérique, c'est de comprendre le raisonnement algorithmique, le fonctionnement algorithmique. Je me trouve avoir fait le tour de ce que je voulais voir avec vous, les 3 éléments, hein, l'humain et le numérique, le cognitif et le socio-affectif, et des leviers de transfert que je regardais avec vous. Je reviens sur mon avertissement du début. Je vous ai dit tantôt, avertissement. Méfiez-vous de ce que j'ai dit, mais méfiez-vous de ce qui se passe dans votre cerveau. Et là, on parlait tantôt de transformation humaine à l'ère du numérique, et je vous dis que ça se passe dans votre cerveau. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de vous poser la question dans votre tête à vous, dans les 3/4 d'heure qui viennent de passer, y a-t-il des transformations qui se sont passées dans votre cerveau? Y a-t-il quelque chose qui est différent de avant à 9 h, puis maintenant à 9 h quoi, 40, 9 h quoi là? 9h53. À 9h53, dans ces 53 minutes qui sont passées, y a-t-il quelque chose qui s'est produit dans votre cerveau? Y a-t-il eu des transformations dans votre cerveau? S'il y a eu des transformations dans votre cerveau, c'est qu'il y a eu une transformation humaine. Il y a quelque chose qui vient de se produire. Puis, ce qui est extraordinaire en éducation, c'est que nous, là, les éducateurs et éducatrices, les gens qui travaillent en éducation, là, les enseignants, les profs, tout le monde, on est des personnes, c'est ça notre rôle, c'est de transformer des humains, c'est d'amener des gens à se transformer et se préparer pour cette ère du numérique. Ça m'amène, j'ai une petite chose dont je voulais vous parler, c'est vrai, hein? C'est comme Steve Jobs faisait, là. One little more thing. J'ai une petite chose comme ça que j'ai envie de vous dire. Une dernière petite chose que j'ai envie de vous dire. Puis je vais vous parler des transformations parce que c'est de ça qu'on parle depuis le début, des transformations humaines. Puis j'ai envie de vous faire une allégorie de la forêt. Moi, j'ai quand même pas mal d'expérience. Je suis dans la gang de Yves Mon. Hein. Je me baigne de l'expérience. Ça fait longtemps qu'on fait ce job. Okay? Ça fait longtemps qu'on se côtoie, Yves et moi, dans différents événements. Mais moi, au travers de ma longue carrière, ça fait plus de 30 ans que je suis en éducation, là, vraiment plus long. Ça fait vraiment, en 89, j'ai commencé, écoutez, ça fait longtemps. Et des fois, j'ai l'impression que je suis comme dans une forêt. Tu sais, quand on va dans une forêt, là, c'est agréable, ça sent bon. Il y a plein de végétation, il y a des arbres de toutes sortes, il y a même des plantes, des petits arbres, des gros arbres, des moyens arbres, il y a toutes sortes d'affaires. C'est magnifique, une forêt, c'est extraordinaire. Mais quand on regarde la forêt, puis là, on se demande, le gros arbre qui est là, c'est qui l'a planté? Quand est-ce qu'il a commencé à pousser? Comment c'est arrivé? Il y avait quoi avant? Il n'y a-tu déjà eu rien? Ça a-tu déjà été un désert qui était là? Il n'y a déjà eu rien qui s'est passé? Je dis, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça que j'ai fait toute ma carrière. Puis je vous donne un exemple très concret. En 2010, j'ai été invité à aller au centre de service scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles parce que les autres, ils réfléchissaient, là. Ils voulaient rentrer, ils voulaient permettre que les élèves utilisent leurs appareils dans les écoles, là, partout à l'échelle du centre de la commission scolaire. Dans ce temps-là, c'était la commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles. Ils voulaient savoir, ils ont fait un comité, ils ont réuni un comité, mais ils m'ont demandé de me joindre avec eux pour aller réfléchir de manière éthique sur comment on pourrait faire ça.
Puis cet exercice collectif qu'on a fait ensemble de réflexion nous a amené ça les a amenés à eux nommer un leitmotiv pour leur centre de service scolaire qui est encore vrai aujourd'hui, qui utilise encore, qui est « éduquer au lieu d'interdire ». C'est peu de mots, c'est très court, mais ça fait toutes ces années-là, ça fait plus de 13 ans, puis c'est devenu leur leitmotiv pour intégrer le numérique à l'école. Puis tout au long de ces années-là, régulièrement, ils ont mis en place des activités pour se réapproprier ce que ça voulait dire, puis se demander comment ils voulaient le mettre en place. Puis même récemment, encore cette année, là, ils sont en train de mettre en place tout un mécanisme pour accompagner les gestionnaires scolaires sur comment ça se fait ça, comment on fait ça, comment on concrétise ça dans notre contexte actuel, qui est à l'ère du numérique, comment je fais pour éduquer au lieu d'interdire. Puis ça, là, ben, ensemble, on a semé. Puis c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas tout seul à semer. Fait que quand on ensemence des forêts, mais moi, j'ai l'impression que dans ma carrière, c'est un peu ça que j'ai fait, j'ai ensemencé des forêts. Si bien que quand ChatGPT, on parlait de ChatGPT en ouverture, est arrivé, ben, en quelques jours, en l'espace de quelques jours, en 2-3 jours, là, il s'est créé une grande communauté sur Facebook puis ailleurs, d'éducateurs qui se sont réunis ensemble, qui se sont mis à réfléchir sur l'impact de ChatGPT en éducation. Et puis, regardez ce qu'on a vu apparaître, parce qu'il y a plein de gens qui disaient « il faudrait le bloquer, il faudrait le barrer, il faudrait le nanana ». Il y a eu une armée, une forêt de gens qui ont réagi puis qui ont été dans cette même direction de cette réflexion. Mais cette réflexion-là qu'on a eue au Centre de service scolaire, à la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles en 2010, ben, est-ce que c'est nous qui l'avons semé ou on a nous-mêmes été influencés par d'autres mondes avant nous qui avaient commencé à y penser? Mais c'est ça en éducation, on est une forêt. Alors, ce que je vous invite à faire, je vous invite à devenir des ensemenceurs ou à continuer d'être des ensemenceurs de forêt. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de le voir dans une perspective long terme parce que des fois, on fait des choses, on ne sait pas quand ça va atterrir, puis quand ça va donner. Puis on peut semer beaucoup de graines, puis il y en a qui ne lèveront pas, mais il y en a qui vont lever, puis il y en a qui vont faire des arbres magnifiques et majestueux. Mais ils vont surtout permettre qu'ils se ressèment d'eux-mêmes par la suite et qu'ils deviennent une forêt magnifique. Alors, c'est ce qu'on peut faire. On a le pouvoir, nous, les éducateurs et éducatrices en éducation, de devenir des ensemenceurs de forêt. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça que je vous invite à venir nous partager ce que vous faites pour travailler la transformation humaine à l'ère du numérique. Alors, je vous partage un mur numérique là, qui est sur Digipad, là, qui est une application libre et gratuite. Donc, et je vous invite à venir partager sur ce mur vos propres idées, vos propres ressources, vos propres réflexions sur ce qu'on a fait ensemble pour qu'on puisse mettre en commun notre intelligence, parce que de l'intelligence artificielle, c'est puissant, mais c'est loin d'être puissant comme de l'intelligence collective. Des fois, quand on est tout seul devant une intelligence artificielle, on a l'impression de ne pas être très puissant, mais l'intelligence artificielle est très puissante, mais dans un champ très précis. Mais quand on met notre intelligence ensemble, collectivement, puis comme dit ma collègue Jennifer Poirier, ensemble, on est tellement plus intelligent. Mais j'ai envie de vous laisser là-dessus, dire ensemble, on est tellement plus intelligent. Je vous invite à venir partager vos propres ressources. Merci, Julie, d'avoir mis le lien dans le clavardage. Donc, vous pouvez aller partager vos ressources. Et moi, je vais me prendre le temps d'intégrer ça, de regarder ça, d'aller lire ça avec beaucoup d'intérêt. Mais je vous invite, vous aussi, à aller regarder ce que les autres vont ajouter dans ce mur numérique. Donc, je peux vous l'afficher ici. Je vais juste aller ici. Donc, ici, c'est à cet endroit-là. Vous pouvez aller nous partager vos propres réflexions sur ce qu'on a fait ensemble. Et la présentation que j'ai utilisée, elle est libre et gratuite. Donc, vous pouvez cliquer sur « Créer une copie ». Ça va vous créer une copie dans votre compte Google. Si vous avez un compte Google, ça prend un compte Google pour en créer une copie. Donc, je vous invite, si vous voulez réutiliser en tout ou en partie, c'est possible de le faire. Merci à vous. Merci de vos bons mots. Merci de vos bons mots dans le clavardage. Merci, Maxime. Merci, Sarah, de votre soutien précieux pour cette conférence, cette activité de clôture. Et merci, je suis vraiment honoré d'avoir pu le vivre avec vous. Merci à toutes les personnes qui ont gardé leur caméra ouverte tout le long avec vos mimiques et vos faces. Puis ça m'alimente énormément. Vraiment très précieux, cet humain derrière l'écran, là, du cœur à l'écran. Maxime. Un grand merci, Benoît. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des frissons là, en ce moment dans le clavardage. Moi, je peux te confirmer que moi aussi, ça a fini vraiment de façon
magistrale, cette semaine de la FAD, qui n'est pas encore terminée, mais c'était notre conférence officielle de clôture, Benoît. Beaucoup de beaux commentaires dans le clavardage. Je pense que tu as eu le temps aussi de lire au fur et à mesure ce qui se passait à travers ça. Encore quelques petites minutes, si quelqu'un ou une ou quelques personnes veulent intervenir de façon orale, là, on peut donner 1 ou 2 minutes. Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de problème. Comme ça, des fois, à chaud, ça peut être intéressant d'avoir vos commentaires également. Ou si vous avez des questions pour Benoît, on peut prendre quelques Ben petites oui, minutes. absolument. S'il y en a qui ont des questions, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions, absolument. J'ai vu qu'il y a quelqu'un, il y a Joanne qui demande si on peut faire une copie. Oui, oui, si vous allez dans la présentation, on peut remettre le lien de la présentation dans le Oui, on peut remettre clavardage. le lien sans problème. Puis on vous rappelle aussi que sur le site de Fadio, il y aura l'enregistrement disponible dès. Là, on est vendredi. Donc, ça va là lundi avec le lien aussi pour le lien PDF de la présentation de Benoît Oui, sera oui, disponible également. exactement. Mais je vous mets le lien de la présentation, là, puis à la dernière diapo, ben, vous pouvez vous créer une copie dans votre compte Google de la présentation sans problème, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Benoît, en mon nom personnel, au nom aussi de l'équipe de Fadio, vraiment grand merci pour ta présentation. Je vais demander peut-être à ma collègue Sarah de partager son écran. Benoît, on va arrêter Oui, ton partage à parfait, toi. je vais arrêter. Euh, C'est bon, vas-y. Quelques petites infos également comme ça en cette dernière journée à vous lancer. Bien sûr, comme à chacune des activités de la semaine de la FAD auxquelles vous assistez, on vous demande d'aller remplir le petit formulaire d'appréciation des activités disponible via le code QR ici à l'écran ou en tapant le monurl.ca. / apprécier SFAD 23, donc formulaire que vous pourrez nous envoyer à la fin de la journée en ayant rempli l'ensemble des activités auxquelles vous avez participé. On vous demande également, si le cœur vous en dit, d'aller réclamer votre badge événementiel, gracieuseté de Cadre 21, fidèle partenaire de Fadio. Badge numérique qui, comme ça, est un beau symbole de reconnaissance de son développement professionnel et tout le temps que vous avez mis finalement à vous former, à vous développer. Donc, badge que vous pouvez acquérir au bout de 3 heures ou de 3 activités suivies à la semaine de la FAD. Même chose pour les intervenants, Benoît, tu vas pouvoir aller réclamer ton badge tout à l'heure. Prochaine diapositive, un grand merci à l'ensemble des partenaires qui font que cette semaine de la formation à distance peut exister. Merci particulier aux 2 ministères, donc de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour le support financier. On vous invite également à 14 heures, donc c'est dans quelques petites heures. On est vendredi festif. 14 heures, petit cocktail de clôture où on sera là pour jaser ensemble de nos coups de cœur, de ce qu'on a vécu pendant la semaine. Il y aura aussi une belle animation de tout le comité organisateur qui ont mis l'épaule à la roue pour vous organiser cette semaine de la FAD-là. Plusieurs prix de participation également à gagner. Il n'est pas trop tard pour aller vous inscrire. Encore de la place au monurl.ca / SFAD 23. En parlant de vous inscrire, si vous ne l'êtes pas encore, ce qui s'en vient dans exactement 26 minutes risque d'être très, très, très intéressant. Une conférence qui se nomme « Lire à l'écran mobilise-t-il les mêmes stratégies et compétences que lire sur papier ?» présentée par mesdames Isabelle Carignan, France Legault et Marie-Christine Baudry. On se revoit donc dans 25 minutes, le temps de faire le ménage un peu dans la salle virtuelle. Encore une fois, merci Benoît, merci à l'ensemble des participants qui ont assisté à cette conférence de clôture. Très, très apprécié. Puis ça fait chaud au cœur de vous voir toujours aussi nombreux à participer à nos activités. On se revoit tantôt. Le temps de se reprendre un autre petit café. Bye, à plus tard.